Parce qu'il avait sa putain de partie de LOL à faire. Il en a rien à foutre des musées, bordel. Et là, arrivé en terminale, en fin d'année, tout l'établissement apprend un truc de dingue. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les amis, c'est votre youtubeur préféré qui vous parle. Juste pour vous dire que le son, les 30 premières secondes, il est éclaté. En fait, du haut de ma grande intelligence, j'avais pas branché le micro correctement. Du coup, c'est le micro de l'iPhone que vous allez entendre. Mais ça, c'est juste la première minute. Après ça, le son redevient normal et la vidéo est incroyable. Allez, bisous. Enfin, bisous, tu vois ce que je veux dire, quoi. On se dit salut, quoi. On fait pas vraiment des bisous. Enfin, on va pas se galocher, quoi, t'as compris. Aujourd'hui, on va faire 3 threads d'horreur. Je suis très content de pouvoir vous les partager aujourd'hui. Et il y en a un, j'ai un petit disclaimer à faire. Si vous avez en dessous de 10-12 ans et que vous êtes facilement choqué, je ne vous conseille pas de le regarder. Il s'agit du 3e thread d'horreur, donc le dernier, et on va aborder des sujets qui sont un petit peu sensibles. Donc pour le reste, c'est tout bon, vous pouvez regarder la vidéo. Voilà, vous faites plaisir. Nous sommes donc partis pour le premier thread d'horreur. Celui-ci nous est raconté par Michael, et Michael nous dit qu'il a vu dans une petite ville. Le genre de petite ville où il n'y a jamais rien de spécial qui arrive. Il nous dit qu'il a même l'habitude de laisser ses portes ouvertes tellement que c'est safe. Il nous précise aussi qu'il n'a pas de voisins à des kilomètres à la ronde et qu'il a un chat. Alors pour l'instant, un chat, c'est juste pour augmenter le référencement parce que les gens adorent le chat. Et dans quelques minutes, vous allez voir que c'est très important dans l'histoire. Je suis donc pas un total escroc. Il nous explique qu'un été, lorsqu'il avait 9-10 ans, son chat commençait à avoir un comportement très étrange. En gros, il faisait des trucs qu'il faisait pas d'habitude, comme par exemple dormir dans la chambre de Michael. Et il va commencer à prendre la sale habitude de réveiller tout le monde dans la maison. En gros, le chat, il casse les couilles. Et tout ça nous amène à cette fameuse nuit. Une nuit, le chat va être incontrôlable. Genre, il va taper sur les portes, gratter, miauler, essayer de réveiller tout le monde. Bref, il a vraiment pas un comportement qui est habituel. La mère de Michael va alors se réveiller et descendre le chat dans la cuisine. Elle va alors lui donner à manger et le sortir, avant de remarquer que son fils s'est endormi devant la télé dans le canapé. Elle va alors remonter dans sa chambre et se rendormir. Sauf que ce n'est que le début d'une nuit très courte pour la famille, malheureusement. Car ce bon vieux chat... connard, va décider de passer par la petite trappe dans la porte afin de rentrer à nouveau dans la maison et de casser les couilles à tout le monde. Michael nous dit alors qu'il entend marcher dans la cuisine et il entend aussi la porte de la cuisine se fermer. Sauf que Michael, lui, il a 2 autres grands frères qui sont toujours réveillés très tard la nuit, donc c'est tout à fait normal. En plus, juste avant, la mère de Michael avait vu un de ses frères dormir sur le canapé, donc rien d'anormal. Michael et sa famille passent une très mauvaise nuit à cause du chat qui a vraiment embêté tout le monde. Et le lendemain matin, lorsque Michael se réveille, il descend et il entend sa mère parler au téléphone. Et à l'autre bout du fil, c'est la police. La mère de Michael nous explique que lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu qu'il manquait des choses dans la cuisine et que sa bague de fiançailles qu'elle posait toujours genre sur la cuisine sur le comptoir avait disparu. Elle va alors s'adresser au grand frère de Michael afin de savoir si c'est peut-être pas eux qui l'ont juste pris ou qui l'ont fait tomber, puisque tout le monde se rappelle les avoir entendus le soir. Sauf que là, c'est une grosse douche froide parce que le frère de Michael n'a pas dormi sur le canapé. La mère de Michael explique très clairement qu'elle l'a vu à 3h du matin sur le canapé et que tout le monde les a entendus faire du bruit dans la cuisine, sauf que les frères de Michael se sont endormis à 11h du soir dans le sous-sol. Ce qui veut dire qu'il n'était censé avoir personne sur le canapé. Ça commence à faire flipper. Et l'explication, elle est vite trouvée par la police, c'est que des gens se sont introduits chez eux la nuit. Et lorsque le chat a commencé à miauler, c'était en fait pour les prévenir qu'il y avait vraiment un intrus, genre quelqu'un dans leur maison, et qu'ils étaient potentiellement en danger. Lorsque la mère de Michael est descendue pour poser le chat, la personne qu'elle a vue sur le canapé était en fait un cambrioleur qui se cachait sous la couette du canapé. Elle est donc vraiment passée à quelques mètres d'un inconnu, dans sa propre maison. Il va alors avoir une enquête qui va s'ouvrir et ils vont remarquer qu'il y a plusieurs trucs qui manquent, genre il y a des clés qui sont toujours posées à l'arrière de la maison pour rentrer par la porte de derrière, qui sont plus là, il manque la bague, il y a des trucs qui ont bougé de place, bref ils sont sûrs qu'ils ont été visités durant la nuit. Ces cambrioleurs n'ont jamais été retrouvés et on n'en a jamais plus entendu parler. En tout cas je trouve que cette histoire elle est vraiment pas mal et on va passer à la deuxième. La deuxième histoire nous est racontée par Sophia. Sophia nous explique que pendant 6 mois elle est allée vivre en Espagne. À la base elle n'est pas espagnole, elle est irlandaise et elle nous explique que 1 mois avant de retourner dans son pays natal, elle a fait une petite fête avec son ami dans son appartement et ils ont un petit peu trop bu. On ne blâmera bien sûr pas Sophia pour s'être amusée, on la condamnera fortement. On va te retrouver Sophia. Elle nous explique que puisqu'elle ne vit pas en Espagne, elle est obligée de louer un appartement et comme ça coûte un petit peu de moula, elle est obligée de faire une colocation avec d'autres amis. Elle nous explique donc que cette nuit où elle était un petit peu éclatée, elle nous dit qu'il y a une de ses amies qui est rentrée chez elle et environ 1 minute après, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Elle nous explique qu'elle a une petite caméra dans son appartement et qu'elle peut donc voir qui est en bas en train de sonner et elle a le petit bouton qui fait bzz bzz pour laisser rentrer les gens. J'ai pas exactement le terme par manque de vocabulaire car je suis un peu une grosse merde, mais bref vous avez compris le principe. Elle nous dit que dans son appartement il n'y a pas que des amis, il y a aussi des gens qu'elle connaît pas spécialement et donc elle assume que la personne qui essaie de rentrer c'est juste une amie de quelqu'un qu'elle connaît pas trop mais d'un colocataire quoi. Donc premier réflexe qu'elle a, elle appuie sur le bouton pour la laisser entrer et elle dit qu'elle va juste envoyer un petit message à ses colocataires pour demander qui a invité une amie. Effectivement la jeune fille
qui monte jusqu'à la porte de Sophia, sauf que l'ami de Sophia qui est avec elle ne connaît pas la personne derrière la porte. La seule personne qui aurait pu être susceptible de la connaître, c'est l'ami qui était parti il y a 1 minute, sauf que comme elle est partie en même temps que la personne est arrivée, elles auraient logiquement dû se croiser, et donc elles seraient probablement revenues ensemble les deux. Sauf que là, cette personne inconnue est toute seule. Sophia décide donc de prendre une des meilleures décisions de sa vie. Elle n'ouvre pas la porte. Elle recule doucement et elle fait signe à sa colocataire de se taire. Sophia, elle nous dit qu'elle a regardé énormément de films d'horreur et donc que la première chose qu'elle a en tête, c'est de pas faire comme dans un film d'horreur. En gros, elle essaie pas de demander qui c'est, elle essaie pas de regarder par l'œillet ou quoi que ce soit, elle va directement dans sa chambre, elle s'enferme à clé et elle essaie d'appeler son autre ami qui est parti il y a pas longtemps, juste pour confirmer que la personne qui est derrière la porte est bien quelqu'un que personne ne connaît. Pendant ce temps-là, cette inconnue commence à vraiment être impatiente. Genre, elle appuie en permanence sur la sonnette et en plus de ça, l'ami de Sophia ne répond pas au téléphone. La colocataire de Sophia va leur dire un truc qui en 2022 va faire polémique. Elle lui dit que c'est une femme qui est derrière la porte et donc que ça ne peut pas être quelqu'un de méchant ou une criminelle. Ce à quoi Sophia lui dit: ta gueule, ferme-la, parce qu'elle a vu beaucoup de documentaires Netflix sur des femmes tueuses en série et que ce soit un homme ou une femme, les deux peuvent être dangereux. Sophia et sa colocataire sont toujours enfermés dans leur chambre et la personne n'est toujours pas partie. On l'entend respirer très fort derrière la porte, sauf qu'elle ne dit pas un seul mot. Sophia arrive finalement à avoir son amie au téléphone et elle lui confirme bien qu'elle n'attendait personne et qu'elle ne connaît pas la personne derrière la porte. Sophia se décide finalement à les regarder à travers l'œil de bœuf et la personne est toujours là après 20 minutes. Elle la voit faire des allers-retours dans l'ascenseur et avoir l'air complètement perdue. En gros là, on est vraiment sur un niveau de psychopathe. Et là, après 40 minutes, la dame va finalement partir. Dès que Sophia voit qu'elle est en dehors du bâtiment, elle regarde sur les caméras de surveillance où est-ce qu'elle va. Et là, elle remarque qu'il y a 2 hommes habillés tout en noir avec des cagoules qui l'attendaient dehors. Ça sent un petit peu trop le vol ou le kidnapping. Sophia nous dit qu'elle ne saura jamais qui était cette personne, mais qu'elle va beaucoup mieux. Et elle nous dit que tous les instincts qu'elle a eu durant ces 40 minutes pour se protéger, ça a vraiment été que des trucs qui lui ont été inspirés par des séries Netflix qu'elle regardait. Et donc elle nous dit qu'elle est très contente d'avoir regardé beaucoup de documentaires sur les tueurs en série parce que ça l'a vraiment peut-être sauvé cette journée-là. Les amis, on y va pour la dernière histoire et c'est une histoire qui s'est passée en France. Non seulement c'est passé en France, et en plus elle tourne autour d'un jeu que vous connaissez très bien qui s'appelle LOL, League of Legends. Et comme je vous ai dit, elle est un petit peu hard sur la fin, donc si jamais vous êtes facilement choquable, je vous conseillerais de vous arrêter là. Cette histoire nous est racontée par un jeune garçon de 21 ans que nous allons appeler Léo. Léo nous explique qu'à ce moment-là, il était en seconde. Il nous dit que c'est ce type d'élève qui a pas besoin de trop travailler pour avoir de bonnes notes, donc qui se force pas énormément, ce qui lui permet de jouer à son jeu préféré, League of Legends. Léo, de la part de tous les gens qui ont besoin de travailler pour avoir des bonnes notes, va bien te faire enculer. Il nous dit aussi qu'il habite dans un petit village et qu'il connaît beaucoup de monde, notamment les élèves et les profs qui habitent eux aussi dans le même village. Sauf que terrible nouvelle pour Léo, lorsqu'il arrive en seconde, ses parents décident de le changer de lycée. Il va arriver dans un lycée où il ne connaît non seulement pas les profs, mais aussi personne. Genre il a pas d'amis, il est tout seul le pauvre. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, ça vous est sûrement arrivé à vous. Mais avec le temps, il nous dit qu'il commence à s'acclimater, que voilà, ça commence à aller un petit peu mieux, il commence à rencontrer du monde, il commence à s'y faire. Sauf qu'au niveau de ses notes, ça commence à baisser. Bah voilà, Léo, il arrive plus à faire avec le talent et à un moment donné, il faut commencer à travailler, Léo, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment triste pour toi, Léo, que ça t'arrive, mais voilà, bon, tu l'as mérité quoi. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Du coup, Léo, il commence à avoir un petit peu de mal à l'école, sauf en SVT. En SVT, il a vraiment des bonnes notes tout le temps et il nous dit que le prof avait l'air de remarquer qu'il aimait bien la SVT, donc c'est un prof qui l'aidait vraiment beaucoup. Mais il nous dit que son passe-temps préféré, c'est pas vraiment la SVT, c'est de jouer à LOL toute la nuit. Il nous dit que c'est vraiment important pour lui de pas perdre le niveau avec ses amis. Un jour, le prof des SVT va venir le voir après la classe et lui dire qu'il a remarqué son intérêt pour la SVT et qu'il aimerait beaucoup pouvoir l'amener à Nantes pour aller visiter des musées et pouvoir étudier plus à profondeur la matière. Il le félicite aussi pour la montée de ses notes en SVT qui sont excellentes. Sauf que Léo, lui, ben, il en a un peu rien à branler parce qu'il y a League of Legends le soir, les mecs. Il lui dit donc qu'il va y réfléchir et il s'aille chez lui. Quelques temps après, les notes en SVT vont commencer à descendre parce qu'il joue vraiment trop à LOL et du coup, le prof va encore remettre un coup dans Léo, enfin un coup au niveau de l'éducation, hein, pas un coup dans Léo, genre vous êtes vraiment dégueulasse. Et il lui dit que ses notes sont en chute libre et que ce serait vraiment important qu'il puisse l'amener dans ce fameux musée pour qu'il puisse en apprendre plus, qu'il puisse étudier machin. Bref, là ça devient vraiment relou pour Léo qui a vraiment juste une seule envie, c'est de jouer à LOL. Et malgré l'insistance du prof, Léo ne dira jamais oui parce qu'il avait sa putain de partie de LOL à faire. Il en a rien à foutre des musées, bordel. Et là, arrivé en terminale, en fin d'année, tout l'établissement apprend un truc de dingue. Ce fameux professeur de SVT a été arrêté par la police. Et pour des motifs en plus extrêmement graves, puisqu'il a été arrêté pour pédophilie et pédopornographie. En gros, il y a eu plein d'élèves mineurs qui ont témoigné contre lui, et en gros, ils expliquent tous qu'ils avaient été amenés à Nantes dans ce fameux musée, sauf qu'après, ça s'est pas passé comme prévu. Genre, il les a amenés dans des hôtels, il a commencé à les violer, il amenait même plusieurs élèves et il les obligeait à faire des trucs entre eux. Non seulement ça, mais en plus, il les droguait et il les filmait, et il gardait tout ça sur son ordinateur. Et heureusement que Léo avait cette flemme et qu'il adorait jouer à League of Legends, sinon, il aurait dit oui, il serait peut-être allé dans ce musée, il se serait peut-être fait droguer et il aurait peut-être dû faire des trucs horribles avec ce prof. Je trouve ça incroyable
incroyable que la flemme de travailler lui a littéralement sauvé la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les histoires vous auront plu. On se retrouve bientôt dans d'autres histoires, en attendant prenez soin de vous, c'était Giuliano, ciao.